Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, des têtes de Turcs et un Turc en tête. Le président sultan Recep Erdogan a donc obtenu hier la majorité absolue aux législatives turques, mettant au passage la pâtée au parti pro-kurde, le HDP, qui reste in extremis représenté au Parlement. La voie est libre pour un régime fort, liberticide, sans complexe. Un tel système a-t-il sa place en Europe? On en débattra, mais pas avant le témoignage d'un Marocain, un ancien champion du monde de kickboxing, qui accuse la police, les services marocains, bref le royaume chérifien de l'avoir mis KO en 2010. Zakaria Moumni se rebiffe et sa femme le soutient à 100%. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent Giret. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Taline et Zakaria dit Zach, c'est comme ça qu'on vous appelle dans le bouquin Moumni. Alors voilà ce livre, comme dirait mon ami Vincent Giret, sulfureux ô combien, un livre qui relate votre vie, votre expérience à tous les deux depuis 15 ans, 99 le championnat du monde, 2015, c'est aujourd'hui L'homme qui voulait parler au roi. Quand même une question, ce bouquin est sorti il y a un mois en France, est-ce qu'il est disponible au Maroc? Est-ce qu'il a été traduit? Est-ce qu'il sera traduit? Est-ce qu'on peut le lire sous le manteau ou pas? Ou est-ce qu'il y a une omerta totale? Alors, pour le Maroc, non. Normalement, les Marocains, ils n'interdisent pas un livre comme ça, mais... c'est plus insidieux. C'est ça. Mais il n'y a personne qui pourra le commander. C'est ça. Donc, on ne pourra pas le trouver sur le territoire marocain. On ne pourra pas le trouver sur les territoires marocains. Eh bien, on va en parler, on va raconter son contenu tout à l'heure, enfin, ou plutôt tout de suite, juste après votre empreinte digitale, prise par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Zakaria Moumni sur Internet, on découvre que vous êtes né en 1980 à Takadoum, un quartier populaire de Rabat. Les nombreuses photos de vous torse nu en short et avec des gants tentent à prouver que vous êtes boxeur. Une passion transmise par votre père, lui-même boxeur amateur, et nourrie par les films de Jean-Claude Van Damme, particulièrement full contact. Entraînement, combat, entraînement, combat. En 1999, vous remportez à Malte le championnat du monde de kickboxing dans votre catégorie et devenez le premier Marocain à se hisser aussi haut dans le classement mondial. Mais aussi le plus jeune, vous n'avez que 19 ans. Votre victoire vous donne droit à un poste d'éducateur payé par le ministère marocain des Sports, mais le décret royal ne s'appliquera jamais. Vous décidez d'enfiler vos gants et de vous battre. En 2007, vous émigrez en France, mais continuez de demander une audience auprès du roi Mohamed VI. Mais lors d'une visite au Maroc, vous dites avoir été enlevé, torturé pendant 4 jours au centre de Témara, siège de la DST marocaine. Vous affirmez avoir été battu, électrocuté, privé de sommeil, de nourriture, d'eau et menacé de mort. À l'issue de ces sévices, vous voilà condamné à 30 mois de prison. Pendant votre détention soutenue par des ONG, votre femme Taline remue ciel et terre. Vous êtes finalement gracié par le roi au bout de 20 mois. Mais vous réclamez justice et portez plainte contre plusieurs proches du roi. Vous continuez les opérations coup de poing. Il y a moins de 3 semaines, vous déchirez en direct à la télévision votre passeport marocain. Et au Maroc, le peuple, je le déchire. Parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Malgré des menaces et des intimidations, vous poursuivez aujourd'hui votre combat. Mais Zakaria Moumni, n'avez-vous jamais eu envie de raccrocher les gants? Jamais. Vous n'avez eu envie de tourner la page, Zakaria Moumni? Bah non, je ne peux pas tourner la page. Il faut qu'on me rende justice d'abord. Alors, c'est une histoire qui commence comme un conte de fées. Vous êtes le premier champion du monde marocain sous le règne de Mohamed VI, et puis ça vire à une sorte de Midnight Express au Maghreb, parce que tout simplement, vous avez cru à cette existence d'un décret royal qui aurait fait de vous un conseiller. Mais à 19 ans, c'est pas un peu jeune pour être conseiller sportif? Moi, vous savez, j'ai demandé juste l'application d'un droit légitime. Oui. Donc, et d'ailleurs, on m'a fermé toutes les portes. Et j'ai réussi à rencontrer le roi du Maroc en 2006. Et là, il a donné ses ordres. Bien plus tard, on est déjà 7 ans après. 7 ans, pour montrer que... Exactement, pour montrer que vraiment, j'ai toqué toutes les portes, mais tout le monde a fermé les portes devant moi. Il y avait une seule porte, c'était la porte du roi du Maroc. Et au départ, vous êtes en conflit avec la fédération. Exactement. C'est ça le point de départ, j'allais dire. Oui, ça commence... poursuivre ensuite dans cette histoire. Oui, c'est ça. Parce que j'ai dénoncé la corruption au sein de la fédération. Parce qu'il faut savoir, quand on était au championnat du monde à Malte, on était 3 sportifs, 3 champions qui allaient représenter le royaume du
Maroc, on dormait dans une seule chambre. On n'avait même pas un minibus pour nous emmener à la salle pour combattre, à la salle de la compétition. On était en train de, les dirigeants, ils étaient en train de quémander devant d'autres nationalités. Ils sont allés voir les Allemands, les Anglais pour nous emmener. Pour avoir un peu de logistique. Exactement. Mais vous étiez extrêmement fier, j'imagine, de représenter les couleurs de votre pays, le Maroc. Bien sûr, j'étais très fier. Vous gagnez et ça dérape. Je gagne. Que vous dit le roi? Alors vous dites j'ai rencontré le roi, j'ai réussi à l'approcher. Que vous a-t-il dit? La seule fois où vous l'avez approché? Je l'ai rencontré 2 fois. Ouais. La première fois au Maroc et la deuxième fois à Paris. Alors la première fois, je lui ai donné une lettre, je lui ai expliqué que je suis champion du monde, que je veux me consacrer en plein temps à ce sport-là parce que j'aimerais bien continuer à représenter mon pays, le Maroc, et je veux l'application d'un droit légitime. Il m'a dit, bien sûr, ma porte elle est ouverte. Le lendemain, c'est son secrétaire particulier, Mounir Majidi, qui m'a appelé. Il m'a donné rendez-vous au Palais Royal de Rabat Ouargla. Sur les ordres du roi. Par contre, la première des choses qu'il m'a dit de ce secrétaire, est-ce que tu connais le premier Marocain qui a gagné un championnat, une médaille? C'était une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1960 et ce sportif, il est resté pauvre, il a vécu, il est mort pauvre, oui, absolument. Donc ça voulait dire, tu n'auras pas gain de cause. Mais non, mais au contraire, parce que moi je lui dis que d'abord je ne suis pas pauvre, je ne mourrai pas pauvre, et il m'a dit que c'est lui qui s'occupera personnellement de mon dossier parce que sous ordre du roi. Alors personnellement, pas du tout, votre dossier reste lettre morte. Exactement. Et on arrive à 2010, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enlevé, vous dites que vous êtes enlevé, jeté en prison, enlevé de façon arbitraire, arrêté et torturé. D'abord, le problème il a commencé ici à Paris, devant la résidence du roi Mohamed VI dans l'Oise, au château de Bay. J'ai manifesté pour réclamer on a toujours vu les images. Justice. Voilà. Justice. Et là, j'étais menacé par le secrétaire particulier du roi Mounir Majidi qui est venu me voir. Il m'a dit textuellement, tu as de la chance d'être en France, si tu étais au Maroc, on t'aurait déjà fait la peau. Mais moi, je n'ai pas cru à ces menaces, je ne les ai pas prises au sérieux. Quand je suis retourné au Maroc le 27 septembre 2010, là, je présente mon passeport et le policier m'explique qu'il y a une surveillance à mon nom qui fait atteinte à la sacralité. Ça veut dire atteinte à la personne sacrée du roi. On m'a emmené dans un bureau et là, il y a 4 agents de la DGST marocaine qui sont venus en civil. Ils m'ont emmené, on est retourné vers l'avion, on m'a mis dans une voiture banalisée, un 4x4 noir. Et une fois dans la voiture, on m'a bandé les yeux, on m'a couvert, on m'a allongé sur les genoux d'un de deux et on m'a recouvert d'une veste. C'était un kidnapping. Oui. Qu'est-ce que, Taline, vous êtes la femme de Zach et vous intervenez dans ce livre, dans ce récit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça a été vraiment le passage du paradis à l'enfer. C'est ce que j'explique dans le livre. Effectivement, il est parti pour quelques jours seulement pour demander une autorisation auprès de sa fédération pour représenter encore le Royaume du Maroc au championnat du monde qui devait avoir lieu au mois d'octobre à Édimbourg. Donc pour moi, c'était un voyage anodin, effectivement. Donc je n'avais pas d'appréhension particulière qu'on puisse lui faire du mal sur place. Et puis effectivement, au moment où il était censé atterrir, j'ai donc sa famille qui m'appelle complètement paniquée en me disant « Zakaria ne sort pas de l'aéroport, on ne sait pas ce qui se passe ». Voilà, il a disparu. Donc effectivement, ça a été absolument une descente aux enfers et surtout, je suis restée sans nouvelles de lui pendant 4 jours. Donc Alors justement, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là ensuite pendant ces 4 jours. Ça sera ensuite un cas qui sera documenté par Amnesty International. Il y en a un certain nombre. ONG. D'autres ONG. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 jours, très rapidement? Alors, on m'a emmené dans un lieu secret qui s'est avéré par la suite, le centre de torture Temara. D'ailleurs, ce centre, il est reconnu officiellement par les États-Unis parce que les Marocains sous-traitaient la torture pour les Américains dans ce centre-là. D'ailleurs, qui se trouve à seulement 2 km de la résidence principale du roi Mohamed VI. Donc, une fois j'étais dans ce centre, on m'a mis nu, j'étais ligoté les mains et les pieds. Et les tortures ont commencé. Pendant 4 jours. Pendant 4 jours, j'étais électrocuté, suspendu la tête en bas, tabassé avec des barres en fer et des câbles. Ils versaient de l'eau sur moi, privé de nourriture, privé de sommeil, privé d'eau. On vous a extorqué des aveux? Bien sûr, on m'a fait signer même signer des documents, les yeux bandés sous la torture. Et c'est à ce moment, et dans ce centre de torture, j'ai pu voir et identifier le directeur de la DGST, Abdellatif Hammouchi, qui était présent dans la salle de torture. Et puis, excusez-moi, je rajouterais simplement que la phrase qu'on ne cessait de lui répéter lorsqu'il se faisait torturer, alors ce n'était pas pour lui extorquer des aveux, c'était simplement tu nous racontes ta vie du début jusqu'à aujourd'hui, sans cesse, sans arrêt, et surtout,
Et quand j'arrive au passage où je cite que j'ai rencontré le roi et que j'étais reçu par Mounir Majidi, là, les tortures commencent violemment. Ils me disent, ce chapitre, tu dois le rayer, le supprimer de ta mémoire. Ils me disaient sans cesse aussi que ici, c'est l'abattoir de Sa Majesté, qu'on va découper, faire de toi de la viande hachée et que tu sortiras dans des boîtes de conserve. Alors, Zakaria Moumni, vous venez d'évoquer M. Hamouchi, qui fait couler beaucoup d'encre, entre la France et le Maroc. C'est un personnage clé au Maroc, qui s'appelle effectivement Abdelatif Hamouchi, c'est le patron du renseignement et de la police marocaine. Vous avez porté plainte contre lui d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les relations qu'entretient cet homme avec la France. C'est un feuilleton, en réalité, qui a commencé le 20 février 2014, où a eu lieu ce qu'on a appelé la gifle de Neuilly. Il est en France et la police française a débarqué à l'ambassade marocaine qui se trouve à Neuilly pour lui remettre une convocation de la justice française pour des faits présumés de torture. Ça jette un froid entre les deux pays. Le Maroc n'apprécie pas du tout. Et là commence une opération de reconquête de la part de la France. Les députés français ont voté, pas très longtemps après, un projet de loi qui rend quasiment impossible toute poursuite judiciaire en France contre un officiel marocain. En février dernier, Bernard Cazeneuve se rend au Maroc. Il rencontre M. Hamouchi, il ne tarit pas d'éloges sur lui et il annonce que la France va le décorer de la Légion d'honneur. Et il y a 2 mois, François Hollande a confirmé cette décision. Il a simplement précisé que ce sera fait plus tard, quand ce sera opportun. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces relations entre ce personnage et la France ? La première des choses, moi je dis, si ce personnage, il n'avait rien à se reprocher, pourquoi fouille-t-il la France d'abord ? Pourquoi arrêter la coopération judiciaire ? Il fallait juste... Il avait annoncé après effectivement cet épisode de Neuilly. Ils avaient arrêté la coopération. Oui, bien sûr. Pourquoi en arriver jusque-là Voilà, et il faut savoir que moi, mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de l'AIFIDH et Maître Clémence Bectade ont déposé une plainte au pôle spécialisé crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et au terme d'un procès verbal de synthèse en mars dernier, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, à la suite de longues investigations, expertise médicale et psychologique, a conclu qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que là où les infractions de torture ou actes de barbarie ont été commises et peuvent être retenues contre Abdelatif Hamouchi. Zakaria Moumni, vous attendez quoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? La justice. La justice. Un dédommagement financier? Parce que la rente en question s'accompagnait d'avantages financiers. Et la rente que vous espériez en 99. C'est pas tout non, à fait c'est pas tout à fait une rente. Non, à l'époque, pour revenir au début de votre combat. C'était pas une rente, c'était un poste. C'était un poste. D'accord. C'était un poste. Et d'ailleurs, c'est le roi c'est un décret royal qui donne ce poste-là. Et moi, donc aujourd'hui, vous voulez... Aujourd'hui, je veux... Que votre honneur soit lavé ou aussi un dédommagement financier? Le dédommagement financier, là, déjà, il faut savoir que dans la Convention des Nations Unies, la réparation matérielle, c'est un droit. C'est un droit. Et là, aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, je veux la justice d'abord. Je veux que mes tortionnaires soient traduits devant la justice. Zakaria Moumni, dernière question. Vous avez déchiré votre passeport, on a vu l'image. Oui. Il semblerait que énormément de gens au Maroc qui vous soutenaient, qui étaient en osmose avec votre combat, aient été choqués, heurtés, froissés par ce Au contraire, parce que depuis que j'ai déchiré mon passeport, j'ai eu plus que de 2000 personnes, de 2000 amis sur Facebook qui m'ont rajouté. Et la presse marocaine a été très remontée contre vous, contre cette image. Symboliquement, c'était... Ça, depuis longtemps, ça fait partie d'une campagne de diffamation. Parce qu'il faut savoir que quand on a sorti le livre, ils ont dit que notre livre est écrit par Catherine Gracier. Une journaliste française mise en cause dans une affaire. Exactement, alors que totalement faux. D'ailleurs, on a déposé une plainte contre ce site marocain qui est proche du régime. Moi et l'édition Kalman Levy. Simplement pour ajouter... Un dernier mot. Oui, la personne qui nous a aidé à mettre en œuvre cet ouvrage, c'est Véronica Zarakovitz, qui est grand reporter à Télérama, donc absolument aucun lien avec Madame Gracier. Et puis également, ce que Zakaria souhaitait aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la réhabilitation, parce qu'aujourd'hui, la réalité du Maroc, c'est aussi la torture, l'injustice et les procès arbitraires. Comme vous l'avez dit, Amnesty International, Human Rights Watch, l'AIFIDH, toutes ces associations internationales ont dénoncé ces pratiques. On pris l'exemple de Zakaria aussi comme absolument, un cas parmi 160 voilà. Et puis surtout, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est bien expliquer que c'est en luttant contre l'impunité des responsables haut placés qu'on pourra aussi se battre contre la torture. Merci Taline, merci Zach. C'est fini, Moumni. Puissiez-vous trouver la paix et bon courage pour ce combat. Je rappelle cet ouvrage chez Kalman Levy, L'homme qui voulait parler au roi. Merci d'être venu dans 28 minutes. Place au débat sur la revanche du président turc Recep Erdogan avec ce raz-de-marée électoral en faveur du parti islamo-conservateur aux législatives turques. Hier, la voie semble libre désormais pour un régime autocratique muselant l'opposition laïque ou pro-kurde et la presse. Avec quelles conséquences géopolitiques, entre autres? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une foule immense hier soir devant le siège du parti islamo-conservateur au pouvoir en Turquie. Contre
Contre toute attente, l'AKP a remporté les élections législatives haut la main. 49,4% des suffrages. Il obtient la majorité absolue au Parlement. La Turquie continuera à développer et à améliorer la démocratie sans haine ni violence. 5 mois après un sévère revers électoral, l'AKP triomphe. Une revanche que savourait ce matin devant la presse le président Erdogan. La volonté de la nation s'est exprimée en faveur de la stabilité. J'espère que ce résultat sera bon pour notre peuple et notre pays. Stabilité, unité du pays, 2 arguments qui ont pesé sur le scrutin 3 semaines après l'attentat d'Ankara qui a fait 102 morts. Les Turcs ont voté pour un homme à poigne, en guerre officiellement contre l'État islamique, mais surtout contre les Kurdes du PKK. Un président turc devenu incontournable. C'est auprès de lui qu'Angela Merkel est venue chercher de l'aide pour contenir le flux des réfugiés venus de Syrie, quitte à faire des promesses. La Turquie et l'Union européenne conviennent qu'une coopération plus étroite est nécessaire. Il y a un accord sur l'accélération des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dans son palais mégalomaniaque flambant neuf, le président turc se retrouve donc au centre du jeu. Ses détracteurs craignent que cette position n'accentue sa dérive autoritaire. Renforcé par les urnes, le président Erdogan peut-il devenir le maître absolu de la Turquie ? Bonsoir à tous les trois, Didier Billon, bonsoir, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie. Selon vous, avec de tels résultats aux élections, la dérive autoritaire de Recep Erdogan va s'amplifier. À côté de vous, Ayşegül Sert, oh là là, ça y est, on a encore mal prononcé, c'est ça ? Ayşegül Sert, pardon, vous êtes journaliste turc, vous venez de passer 2 mois à Istanbul, vous êtes rentré ce matin même, vous collaborez à plusieurs journaux, dont le New York Times et Newsweek, et vous revenez donc de Turquie. Pour vous, la visite d'Angela Merkel à 2 semaines des élections a été ressentie comme un coup de pouce, ce qui a choqué de nombreux Turcs. Et enfin, à côté de vous, Bertrand Badi, bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. Vous avez dirigé avec Dominique Vidal Nouvelle guerre, l'état du monde 2015, paru en septembre à La Découverte. Et selon vous, pour remporter cette élection, Erdogan a vraisemblablement divisé le pays et écrasé les Kurdes. Et ce n'est qu'un début. On démarre avec une question, Nadia ? Oui, une question très simple, mais qui mérite d'être posée. La voici. Ces élections ont-elles été honnêtes ? Ayşegül Sert, est-ce qu'il y a eu des soupçons de fraude, comme ça a été le cas lors du précédent scrutin ? Soupçons de fraude, non pas vraiment, mais on parle d'une injustice dans le sens où le climat politique dans lequel les citoyens sont allés le 7 juin, le climat politique dans lequel ils sont allés le 1er novembre, ce n'était pas pareil. Vous étiez dans un bureau de vote hier ? Oui, j'ai été de 6h du matin jusqu'à 8h du soir. Étant citoyen turc, vous avez le droit de voir comment ça se passe. Et j'étais dans un quartier qui était à 99% pro-AKP. Quand vous dites j'étais citoyen turc, tous les citoyens ont le droit d'aller voir ? Oui, tout à fait. Comment ça se passe ? Vous avez le droit d'être un observateur. Ah oui. en un un bon sens, point pour la transparence alors. Mais pas tout le monde utilise, ce droit. Mais après Gezi Park, par exemple, il y a eu une association qui s'est créée qui s'appelle OIVTC. Et grâce à ça, il y a eu un mouvement de 60 000 personnes à ces élections qui étaient présentes. Oui. Vincent. Eh bien oui, c'est le chiffre du jour, chère Elisabeth. 316 sur 550. Cette fois, c'est vraiment la majorité absolue. C'est 3 millions de voix de plus pour l'AKP qu'il y a 4 mois seulement. Alors Didier Billon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une participation très forte, les gens sont allés voter et ils n'ont pas voté la même chose. 85% de participation. C'est exceptionnel. C'est plus qu'au mois de juin, effectivement, un petit peu plus. Que s'est-il passé depuis lors ? Bien, nous le savons, la Turquie a été frappée par une série d'attentats au mois de juillet, au mois d'octobre, le 10 octobre précisément, et M. Erdogan a développé ce que j'appellerais la stratégie de l'attention, c'est-à-dire qu'il n'a pas hésité à utiliser la polarisation politique, à dénoncer les terrorismes, il met dans le même sac le PKK et l'État islamique, avec un but fondamental, c'est de rameuter, de capter l'électorat le plus nationaliste ou la partie de l'électorat la plus nationaliste qui lui avait manqué au mois de juin. C'est ça, il faut rappeler qu'il perd les élections en juin. Il ne les perd pas, il ne les perd pas, il a 40 majorité. Il perd la majorité. Absolument. Les autres font une entrée spectaculaire et du coup, il décide de refaire voter, on repart, on recommence et il y a ce climat
Absolument. Le pays est quasiment, de tension dans certains extrême. endroits en tout cas, à feu et à sang. Bertrand Badi évoque une orchestration de la peur, ce qui rejoint ce que dit Pierre Billon, c'est ça? Et c'est un phénomène qui n'est pas seulement turc. Hein. C'est-à-dire que nous sommes maintenant entrés dans un monde où les programmes politiques, les projets politiques sont de moins en moins structurés, où les idéologies sont de moins en moins fortes. On ne débat plus politique, on débat des risques et des dangers. Vous pensez à Benjamin Netanyahou en Israël, par exemple? Oh oui, mais vous savez, savez, on disait tout à l'heure, c'est une histoire qui commence déjà au Libéria, après la guerre civile, où Charles Taylor, qui était un seigneur de la guerre, dit « Votez pour moi, sinon vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est-à-dire, en gros, et effectivement, il a recueilli 75%. C'est un phénomène qui s'installe. En Égypte récemment. Ou en Égypte récemment, et même dans nos démocraties à l'ancienne, bien policées, c'est un phénomène qui apparaît de plus en plus. C'est-à-dire, moi, je suis peut-être pas extraordinaire, mais si c'est les autres qui viennent, ça sera encore pire. L'AKP, c'est le parti de l'ordre aujourd'hui, dans la propagande, j'entends. Hein, mais Eh bien, c'est ce réflexe-là qui a La joué. stabilité, c'est partie de la stabilité. C'est ça qu'ils ont créé. Par exemple, juste très rapidement, le 7 juin, les électeurs, quand ils sont allés aux urnes, ils sont allés avec une émotion d'espoir. Et la question qui se posait, c'est est-ce que le HDP Parti pro-kurde, va pouvoir passer le barrage de 10%. La question que les électeurs ils se sont posés hier, c'était est-ce que le AKP va pouvoir être le parti politique, le premier parti politique, ou est-ce que ça va être une coalition? C'était vraiment cette... Il n'y aura pas de coalition. Oui. Et puis quand même, 12 ans d'exercice du pouvoir, ça crée des réflexes de légitimisme. Et c'est ça peut-être qui est nouveau. Regardez le tableau électoral des différentes démocraties, il est rare qu'un parti arrive à se maintenir sans discontinuité pendant 12 ans. Donc on essaye de jouer ce nouvel argument, qui est un argument, écoutez, voilà, on a assuré la stabilité pendant 12 ans, on est dans une période d'incertitude, la meilleure façon de contenir l'incertitude, c'est de continuer. Voilà, exactement. Alors, la liberté de la presse, victime? Oui, alors on partait quand même de très très loin en termes de liberté de la presse, mais ça s'est quand même clairement aggravé ces derniers jours. Les journalistes sont plus que jamais harcelés. On peut citer quelques cas récents. Mi-septembre, le directeur du magazine Nokta a été placé en garde à vue pour cette une où l'on voit un photomontage d'Erdogan, tout sourire, qui fait un selfie avec la photo du cercueil d'un soldat turc. Mi-octobre, c'est au tour du rédacteur en chef de Today Zaman de passer 5 jours en garde à vue pour des tweets jugés injurieux. À chaque fois, les avocats du parti au pouvoir se servent de l'article 299 du Code pénal qui sanctionne les insultes au chef de l'État. Et puis ces derniers jours, c'est allé très très loin. Le 26 octobre, le régime a ordonné la mise sous tutelle du groupe Cosa IPEX. C'est une holding qui possède des journaux et des chaînes de télévision. Ce groupe est accusé de faire la propagande de Fethullah Gülen, qui est l'ennemi juré d'Erdogan. Et on a des images de ce qui s'est passé ce jour-là. La police a tout simplement pris d'assaut ces deux chaînes de téléjournal dans une extrême violence, des canons à eau, des gaz lacrymogènes. On a la photo d'une carte de presse ensanglantée. Didier Billion, est-ce que ça va être de pire en pire? Est-ce que dans quelques semaines, quelques mois, la presse d'opposition n'existera plus? Vous avez oublié une chose qui me paraît aussi très importante. À la mi-septembre, des bandes de nervis par dizaines ont attaqué un des principaux quotidiens turcs, Hürriyet, 2 fois. avec des battes de baseball, des barres de fer, des cocktails Molotov. Ça vous indique quand même la situation et l'ambiance qui règne dans ce pays. Alors oui, on peut craindre effectivement que la chasse aux sorcières, si vous me passez l'expression, bien sûr, parce que là, il est doté maintenant d'une majorité absolue au Parlement. Le score d'hier est impressionnant, près de 50% quand même de suffrages exprimés. Je pense que là, il a un boulevard devant lui. Il voulait un régime présidentiel, il va le faire, il oui, peut l'obtenir. Pour l'instant, non, il ne pourrait pas l'obtenir. Il y a deux aspects. Il y a, constitutionnellement, peut-il y parvenir? Il lui manque 14 députés pour convoquer un référendum. Encore aujourd'hui? Sa majorité aujourd'hui, pas, avec la majorité d'hier soir. 14 députés, c'est peut-être gagnable. Il peut y avoir des tractations. Mais de facto, indépendamment d'un changement constitutionnel, la tendance qui est déjà engagée va s'amplifier dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et aussi, on parle d'un pays où il y a plus de 1100 cas de personnes qui ont un procès parce qu'ils ont insulté le président. On parle d'un pays en un sens où le président Erdogan disait que c'est le pays où il y a le plus de liberté de la presse. Oui. Quand on voit les 5 mois qui se sont passés, c'est un pays qui est 149e sur une liste de 180 pays. Et chez Goulsar, une dernière question avant de fermer ce panorama sur la situation domestique. Polarisation autour de l'islamisation de la société? Il a été médiatiquement très suivi hier ou ce matin, Recep Erdogan, allant prier à la mosquée. Enfin, non, mais la question est cruciale et centrale. La polarisation, elle a commencé depuis longtemps. Islamic aussi, par exemple, dans les quelques dernières années, il y a eu 73% plus d'écoles publiques qui sont devenues des imamatim, donc des écoles religieuses. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais ils sont en train de le pousser parce qu'ils voient un petit peu
le pouvoir de dirigeant qu'il a. D'accord. Alors, à propos de Recep Erdogan, notre éditorialiste Thibault Nolte a essayé de trouver quelque chose pour le sauver, un tout petit peu, une tendresse secrète pour la philosophie des Lumières, un début de remords sur la question kurde, une mobilisation sincère pour l'environnement, quelque chose. En vain, bang bang ou le dernier clou dans le cercueil. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Bien que le président turc ait basculé dans une dérive autoritaire, sa stratégie de la peur lui a offert une victoire électorale. Alors, faut-il effrayer Recep Tayyip Erdogan ? Erdogan a toujours eu le siège entre deux chaises. Europe et Asie, laïcité et islam, modernisme et nostalgie. Mais 13 ans de pouvoir total ont ruiné l'équilibre. Le petit prolo de la Corne d'Or a été emporté par un Gulf Stream autocratique. Le gentil démocrate musulman, eurocompatible, a viré monstre du Bosphore. Bétonneur mégalo, l'ancien maire d'Istanbul a promis à sa ville une mosquée pharaonique, le plus grand aéroport du monde, un colossal canal de 150 mètres par 50 km, ou un stade, le stade Recep Tayyip Erdogan. Pardon, mais son bétonnage majeur a été la liberté du pays. L'armée, la police, les services secrets sont devenus des outils dévoyés à son propre bénéfice. Les journalistes, les intellectuels, les étudiants, des roquets à triquer. Twitter, un robinet fielleux à couper et toute sympathie procure d'une hérésie à museler. L'erdoganisation a également vermoulu 90 ans de socle laïque. Avec 1,2 million d'élèves imams, le voile autorisé dès la primaire, la surmultiplication des mosquées, une nouvelle génération pieuse se lève, tandis qu'Atatürk, figure de la Turquie moderne, est déboulonné. Aïe! Pour Erdogan le bigot, la place est libre, il peut jouer le rôle de sa vie, sultan. Bad sultan. Merci Thibault Nolte. Bertrand Badi, on peut appeler ça une démocrature ? Cette démocratie turque qui n'en est plus une ? C'est un oxymore. Hein. Oui, enfin, vous savez, ce genre de néologisme, on peut l'utiliser dans beaucoup de situations. Hein. Vous avez en gros une trentaine de vieilles démocraties dans le monde, et puis vous avez une quarantaine de dictatures affirmées. Il reste la place pour à peu près la moitié des sièges des Nations Unies occupés par des régimes intermédiaires, où l'élection est semi-libre, où vous avez, à travers l'élection, autant l'onction donnée au chef que le choix du chef. C'est un phénomène qui se banalise dans le système international actuel. Hélas. Alors, on évoque la Turquie et l'extérieur, Erdogan, et ses voisins. Tient sa revanche vis-à-vis de l'Europe, à tel point d'ailleurs que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, semble nous dire qu'il n'a pas d'autre choix que de discuter avec Erdogan. On l'écoute. Il faudra que nous trouvions avec la Turquie un accord sur un programme d'action conjoint en matière de réfugiés. Évidemment, je comprends les doutes et les hésitations de ceux qui disent on ne peut pas conclure un accord avec Erdogan. Mais avec qui d'autre en Turquie? C'est la réelle politique, Bertrand Badi, non ? On n'a pas le choix. Absolument, mais c'est un choix qui est quand même assez tardif. C'est-à-dire, je me demande si la question est encore d'actualité. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu un moment européen de la Turquie et qu'on comprend très bien. C'est-à-dire, la Turquie, peu à peu, s'impose comme puissance émergente et effectivement, dans un contexte qui était celui de la fin de la bipolarité, la coupure Est-Ouest, rejoint naturellement l'Europe. Il y a eu un rêve, il y a eu un moment de grâce, on va dire. C'était plus qu'un rêve, c'était une réalité sensée. C'est-à-dire, effectivement, un pont entre deux mondes qui étaient en situation de se chercher, peut-être très vite de s'affronter. Et on a fermé cette porte, assez vite. On a fermé cette porte avec, d'ailleurs, arrogance. Et maintenant, le problème ne se pose plus. C'est-à-dire que la Turquie s'accomplit comme puissance régionale, non plus aux marges de l'Europe ou dans l'Europe, mais s'accomplit dans cette région. Alors, il y a eu un petit loupé, mais ça, le pauvre Erdogan, si on peut dire, n'y était pour rien. C'est que lorsque Erdogan a compris que l'Europe n'était plus le lieu d'accomplissement de cette puissance régionale, il s'est tourné vers un Moyen-Orient relativement dominable. C'était les années 2003, 2005, 2007. Il s'est bien entendu avec tout le monde, y compris avec Bachar el-Assad, où il a eu une véritable lune de miel. Il a joué un rôle très important dans la reconstruction du Kurdistan irakien. Il a commencé à bien s'entendre avec la République islamique d'Iran. Tout allait bien. Et puis, il y a eu effectivement le printemps arabe. Ouais. Et là, la puissance régionale fichée dans le Moyen-Orient devenait un véritable
cauchemar, c'est-à-dire au système des zéro problème dont il se réclamait, devient autant de problèmes, autant de voisins. Didier Billon, 2 millions de réfugiés syriens en Turquie, ça donne un rôle considérable à la Turquie, clé par rapport à l'Europe, d'une certaine façon. Oui, moi j'ai une petite divergence avec Bertrand, oui, on s'en doute. parce que je pense que le rôle géostratégique de la Turquie n'est pas fini, n'est pas terminé. Reste posé, oui. et que le rôle que peut avoir la Turquie dans son environnement régional ne pourra se déployer réellement que si la Turquie maintient ses relations traditionnelles, avec les États-Unis, relations qui sont parfois rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN, avec l'Union européenne, parce que bien que le processus soit gelé, ça je n'en disconviens pas, il reste posé. Alors la question des réfugiés nous ramène la question européenne, et je pense d'ailleurs en outre que l'Union européenne a été arrogante vis-à-vis de la Turquie, mais qu'en plus, le fait que nous ayons de facto gelé les négociations avec ce pays a laissé libre cours à Erdogan. Si les négociations avaient pu se maintenir, alors peut-être aurions eu des moyens de pression à l'égard d'Erdogan. On ne peut pas décider à la place des citoyens turcs, mais dans un processus de négociation, il y a des moyens de pression. Il serait pas un désaccord, ça c'est pas un désaccord. J'ai dit une nuance. Oui, c'est à peine une nuance, parce qu'effectivement, il y a un autre aspect, il faut regarder de l'autre côté, du côté européen. L'Europe est vaccinée contre l'élargissement. Les derniers élargissements sont plutôt mal passés, Roumanie, Bulgarie, la situation actuelle, effectivement, de tout le sud de l'Europe. Donc, on est dans un contexte de méfiance à l'égard de l'élargissement, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu être réaliste à la fin des années 90, dans l'euphorie de la fin de la bipolarité, devient maintenant quasiment impossible. Oui. Donc, mais Aïssé Goulser, justement, comment on voit l'Europe vue de Turquie en ce moment? Écoutez, on a un petit problème avec la visite, par exemple, que vous avez mentionnée de Merkel. Angela Merkel, qui était à quelques 10 jours à peu près, avant les élections. Ça a été pris par les intellectuels et les académiciens turcs comme un soutien de la part du... C'était pas le moment. Du pays le plus fort de l'Europe. En même temps, c'était le moment de la crise des réfugiés. Quoi. Le problème que j'ai avec cette discussion de l'Union européenne qui est en train de se passer... À Vienne, c'est ça, les discussions? Non, la discussion qui est en train de se passer sur l'Union européenne, sur l'adhésion de la Turquie, c'est que c'est fait sur le dos de plus de 2 millions de réfugiés syriens. Humainement, l'Union européenne, qui est supposée représenter un modèle de moralité, n'hésite pas à rapporter sur la table à nouveau des négociations qui pourraient passer par ça. Est-ce que ce n'est pas inévitable quand il y a 2 millions de personnes? Enfin, là, on ne parle pas de 5, 6, 1000, 20, on parle pourquoi la porte 2 millions de personnes en Il Turquie. faut se poser la question, pourquoi la porte s'ouvre maintenant? Depuis plus de 3 ans et demi, ces réfugiés syriens sont en Turquie. Pourquoi d'un coup, ces réfugiés sont en train d'aller sur le territoire, aux portes un petit peu de l'Europe? Vous croyez que c'est manipulé? Je pense, oui. Didier Billon, 900 km de frontières communes entre la Syrie et la Turquie. Oui. Ça veut dire quoi? Un risque d'infiltration, de contamination, de contagion de facto, de Daesh et nous des savons bien islamistes? qu'il y a des cellules dormantes de Daesh. On commence à se réveiller d'ailleurs. Oui, alors après qui est responsable de l'attentat du mois d'octobre, ça je serais pour le moins prudent sur cette affaire, parce que même si on a des éléments qui ne disent pas que ces hommes qui se réclamaient de Daesh ne sont pas manipulés, je n'en sais rien. En tout cas, il est clair que le chaos syrien a des conséquences sur la Turquie. Et je regrette pour ma part l'acharnement, l'obsession que conçoit M. Erdogan à l'égard de Bachar el-Assad. Ça fait 4 ans et demi qu'il ne pense qu'à une chose, c'est de démettre le régime de Bachar. Ce régime, évidemment, ne suscite pas... Il est de plus en plus le seul à le penser aujourd'hui. Oui, non, la différence, c'est que... Oui, ce n'est pas le seul, mais aujourd'hui, la différence, chacun comprend que même si Bachar el-Assad est considérablement affaibli, ni les Américains, ni les Russes, pour l'instant, ne veulent en préalable le faire partir. Or, Erdogan est encore sur cette ligne politique. Donc il est isolé. D'ailleurs, la France n'est pas loin des positions de Erdogan sur ce sujet précis. Bertrand Wadi, c'est le maillon faible de la coalition antiterroriste Erdogan? La Turquie? En tous les cas, il se prétend exactement le contraire. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'avec le printemps arabe, il s'est passé quelque chose de surprenant. C'est l'effondrement des 3 grands califats arabes, le Caire, Damas et Bagdad, et que du coup, la Turquie, comme l'Iran, veulent s'imposer comme puissance régionale. Le grand paradoxe du monde arabe actuellement, c'est que les 2 principales puissances régionales sont des
puissance non arabe. Hein. Et donc, le grand rêve de Erdogan, qui ressemble quand même à une histoire ottomane que l'on connaît bien, c'est de se présenter comme protectorat d'une région turbulente. Et ça va d'ailleurs bien au-delà du monde arabe, puisqu'il y a aussi l'idée que le Caucase, voire l'Asie centrale, pourrait être intégré dans tout cela. C'est un fantasme ou ça Donc, une chose est certaine, et ça me permet de répondre directement à votre question, Erdogan présuppose qu'il peut jouer le rôle de gendarme au sein du Moyen-Orient et ainsi rétablir un ordre. Donc, si vous le traitez de maillon faible de lutte contre le terrorisme, je pense qu'il ne sera pas d'accord. Maintenant, il est peut-être maillon faible en cela que les cartes qui sont les siennes ne sont peut-être pas exactement celles qui permettront de régler un certain nombre de problèmes. Parce que le problème kurde est quand même un Alors problème justement, central. terminons sur le problème kurde. Terminons sur la question kurde, Didier Billon, notamment Barack Obama qui arme les Kurdes syriens, la position de Erdogan sur les Kurdes C'est pas elle 10 est ans, de plus en plus... on prend pas 10 ans de retard pour une négociation, un Elle est accord décalée. avec les Kurdes. Les cartes sont totalement brouillées parce qu'effectivement, une autre obsession de M. Erdogan, c'est de tout faire pour empêcher qu'une entité kurde autonome se crée dans le nord de la Syrie. Et donc, évidemment, un de ses ennemis principaux, c'est le Parti de l'Union démocratique des Kurdes de Syrie, qui est en fait la projection du PKK. Donc là, entre les États-Unis et la Turquie, sur cette question, il y a une position totalement totale. Donc là, il y a une difficulté. Et si on revient à l'intérieur de la Turquie, il est clair que ce qu'on a appelé le processus de résolution entre la fin 2012 et 2015, qui était un processus compliqué, engagé par Erdogan lui-même. Absolument, mais porteur d'espoir. Et il avait eu le courage de faire bouger les lignes. Ben, il est totalement... Il est en ruine aujourd'hui. Des gens se trouvent là, Erdogan, AKP et même le pays, je pense le parti majoritaire se trouve, ils ont deux choix, même pas trois. C'est vous qui terminerez. Ou bien ils choisissent la paix, donc dans ce sens, revenir un petit peu à ses pas en arrière avec ses relations sur les femmes, les minorités, sur le sectaire, les Kurdes, ou bien ça va être la guerre civile. Parce que, il y a un risque de guerre civile pour vous? Oui, tout à fait. Mais c'est à lui de choisir. C'est le choix qu'il va faire dans les quelques mois qui vont venir qui vont déterminer ça. Merci à vous trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin de Point de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité internationale. Après Désintox, ce soir, une manip avérée autour d'une prétendue croisade orthodoxe en Syrie. Regardez. Assisterait-on à une croisade des chrétiens orthodoxes en Syrie ? Voici une photo relayée et commentée sur les réseaux sociaux en octobre dernier. Au premier plan, un militaire juché sur un char pose avec une croix orthodoxe à la main. Derrière lui, une étendue désertique. Pour plusieurs internautes, russophones et arabophones, pas de doute, il s'agit d'un militaire russe parti combattre en Syrie et qui en profiterait donc pour faire un peu de prosélytisme anti-musulman. La Russie, alliée du régime syrien de Bachar el-Assad, bombarde depuis septembre les positions de l'État islamique, mais aussi celles des opposants à Bachar qui luttent contre l'État islamique. Dans la foulée de la diffusion de la photo, une cinquantaine de religieux saoudiens ont lancé une pétition en ligne pour appeler au renforcement du djihad contre ce qui est présenté comme une croisade des chrétiens orthodoxes en Syrie. Le site des observateurs a retrouvé sur Contact, l'équivalent russe de Facebook, la première personne qui a posté cette photo sur son compte. Il s'agit bien d'un prêtre et soldat russe, sauf que celui-ci affirme que la photo n'a pas été prise début octobre lors des récentes interventions russes en Syrie, mais lors d'exercices militaires effectués dans le sud de la Syrie en août dernier. Le paysage semi-aride de cette région, l'Astrakhan, ressemble en effet fortement à certaines régions de la Syrie. La photo prouve donc une seule chose, désormais les guerres et les conflits géopolitiques sont perméables avec les réseaux sociaux. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Merci Désintox. Il bouge, il fait des trucs. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin, Xavier Mauduit. Cette joie est réciproque. Vous voir nous euphorise. On commence avec vous, Xavier. Ouais. L'exposition universelle de Milan a fermé ses portes. Enfin, c'était un succès quand même, 20 millions de visiteurs. Et ça vous a fait penser immanquablement à l'Expo universelle de Paris, 1889, et à la Tour. À la Tour, qui a failli pas s'appeler Eiffel. Et oui. Ce soir, une histoire d'érection. Celle de la Tour Eiffel. Pour un lundi, c'est bon. Bah oui, il faut commencer la semaine comme ça. Effectivement, vous avez raison, qui a failli changer de nom. Alors, érection de 300 mètres. Hein. C'est énorme, 300 mètres. Ça fait rêver, ouais. Bon, pour comprendre tout ça, nous allons à Dijon le 15 décembre 1881. Ce jour-là, le tribunal de première instance s'intéresse à un changement de patronyme. Et les magistrats qui rendent leur jugement ne mesurent pas la portée de leur décision.
Alexandre Gustave Bonnickhausen, dit Eiffel, s'appellera désormais Gustave Eiffel. Oui, ça en a fallu de peu pour qu'on ait des boules à neige avec la tour Bonnickhausen, quoi. C'était pas du tout pareil. Moche. Alors pourquoi ce changement de nom? Eh bien, vers 1710, un Allemand, Jean-René Bonnickhausen, s'installe à Paris. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Gustave Eiffel. Il est tapissier, il a un souci, c'est que les clients n'arrivent pas à prononcer son nom. Bonica, truc, muche, enfin voilà, Bonnie and Clyde, Bonnie n'importe quoi, ils n'y arrivent pas. Alors pour simplifier la chose, il décide de prendre pour surnom la région d'Allemagne d'où il est originaire. Eiffel, voilà, c'est ça, c'est un peu au sud de Cologne et il faut l'avouer, c'est beaucoup plus simple, on l'appelle Monsieur Eiffel. En 1832, quand il naît, Gustave Eiffel s'appelle Gustave Bonnickhausen, dit Eiffel. Et le problème, c'est qu'après la perte de l'Alsace-Lorraine et dans l'ambiance un peu germanophobe... Après, sa mauvaise presse. Ah, ça sonne mal, ça sonne mal. En plus, en 1875, un dessinateur qui lui en veut vraiment accuse Gustave Bonnickhausen d'être un espion de Bismarck. D'où le changement de nom. Et puis, d'où la tour Eiffel, enfin, ouf. Alors, pour terminer juste sur cette tour Eiffel, on sait qu'avant même sa construction, elle était décriée par les plus grands artistes, par exemple Maupassant. C'est pour ça que les gens étaient très étonnés quand ils voyaient Maupassant, une fois la tour construite, venir manger dans le restaurant. Et là, l'écrivain avait une réponse pleine d'humour. Monsieur de Maupassant, c'est une surprise que de vous voir ici. Oui, mais je suis ravi de vous surprendre. Oui, mais est-ce que le fait de venir à la tour peut être considéré comme un ralliement? Absolument pas. Je suis venu manger à la tour pour y être tranquille. Et on y est tranquille pour la simple raison que c'est le seul endroit de Paris où on ne voit pas cette horreur. Jean-Mathieu, alors nous sommes le jour des morts, lendemain de la Toussaint, de la fête de tous les saints pour les catholiques, et on reste dans l'ambiance délicieusement macabre avec un problème de contenant, exactement, de cercueil en carton. Voilà, exactement, parce que bon, vous savez, mourir c'est embêtant, hein, c'est vrai, ça on le sait, mais mourir c'est surtout écologiquement incorrect, hein, parce qu'on pollue les nappes phréatiques à cause des produits que l'on met pour conserver les corps, on met des bouts de ferraille pour fabriquer les pierres tombales, et surtout, il y a vraiment une extermination des chênes pour fabriquer les cercueils. Alors comment rester COP21 au moment où on s'apprête on s'apprête à manger les pissenlits par la racine, et bien tout simplement en adoptant le cercueil en carton. C'est moins cher. Et oui, exactement. Alors l'année dernière, il y a eu 556 000 décès en France, et il faut un chêne de 80 ans pour fabriquer 5 cercueils. Donc vous imaginez, il y a des forêts entières qui sont décimées pour fabriquer notre dernière demeure. Le cercueil en carton, lui, il est fabriqué en fibre naturelle et on peut l'orner de délicieux motifs. Hein, comme, très joli. Voilà, exactement, on l'a vu, un motif Vichy, un motif écossais. Un peu papier peint. Hein. Exactement, un motif floral. Donc tout ça est formidable, et surtout il y a un autre avantage, c'est au moment de la crémation, puisque un cercueil en carton ne brûle que 45 minutes, alors qu'un cercueil en bois brûle 2 heures. Voilà, et donc ça fait économie d'énergie, économie de temps, et ça c'est plutôt youpi pour la planète. Aucun consommateur ne s'en est plaint pour l'instant, mais de toute façon on ne sait pas. Hein. Alors autre avantage aussi, il est économique, puisque bien sûr vous l'avez dit, le cercueil en carton ne coûte que 300 €, alors qu'un cercueil plutôt traditionnel coûte 1100 €. Voilà. Alors c'est assez populaire en Europe du Nord, un peu moins chez nous, puisqu'en France en 2014 il n'y en a que 1400 qui ont été vendus, mais ça commence à venir. Alors si vous par contre voulez continuer votre engagement écolo jusqu'au bout, pourquoi ne pas choisir un cimetière naturel? En Grande-Bretagne, il y a 40 bio-cimetières par an qui se créent. En France, il n'y en a qu'un. C'est à Niort. Il a été inauguré l'année dernière. Le concept, c'est d'enterrer le défunt dans un cercueil biodégradable, et ainsi, vous nourrissez la flore, et ça crée comme ça des arbres. Voilà. Et le cycle de la vie perdure. Tu es né poussière et tu deviens un arbre, une vraie poésie forestière. Donc on sait maintenant. Il y a donc une vie après la mort. On devient tous écologistes. Sublime. Merci mes amis. Merci. La mort comme 21, c'est top. 28 minutes est terminé. Vous pouvez avoir l'émission à toute heure, en replay enrichi sur le site d'Arte, page 28 minutes. Dans un instant sur l'antenne, Sex and the City, 4e saison avec énormément de guests et de surprises. Suivi par les années folles au Cotton Club de Francis Ford Coppola avec Richard Gere. J'attends un soupir concupiscent du côté de Nadia, je l'ai. Et je signale à 23h du cinéma bis avec l'hallucinant Lady Snowblood, un film de sabre japonais, un chant de bara bien gore et non moins somptueux qui a inspiré ouvertement le Kill Bill de Monsieur Tarantino. Mais oui, à demain avec le ou la lauréate du prix Goncourt. Bis Morgan.